Mogada dit que d'ici 20 ans, les intelligences artificielles seront 1 milliard de fois plus intelligents que les êtres humains. Je rencontrais beaucoup de peur vis-à-vis des intelligences artificielles. En réalité, il n'y a pas à avoir peur. On a en nous des choses que les intelligences artificielles n'auront jamais. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour et bienvenue. Et je reçois un ovni comme je les aime ce matin. Bonjour David Perroux. Bonjour Philippe. Vous êtes économiste de formation, ex-chef d'entreprise internationale. Vous avez créé un institut d'études du comportement des voyageurs. Vous êtes aujourd'hui auteur de 5 romans à succès et d'un guide d'accès à son génie. Et vous êtes passionné par les sciences noétiques. Ouais, noétiques. Exactement. Ouais, noétique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éthique. Noétique, ce sont les sciences qui permettent de mieux comprendre la conscience. Exact, c'est bien ça, ouais. Précisément. Ouais. Même si ça paraît un peu abscon, un peu vague, c'est toute discipline scientifique qui permet d'appréhender la conscience. Voilà, pendant 25 ans, vous avez étudié la cosmologie, la physique quantique, les sciences de la vie, les neurosciences, la spiritualité, la philosophie, les religions. Et quand vous avez du temps, vous pratiquez le freeride. Exact, j'adore ça. Avec un guide. Ça dépend. C'est pas un guide? Non. Ça dépend. Oui, de temps en temps. Ça dépend de la sortie que je fais. Et vous n'aimez pas les gens en retard, et même si vous avez travaillé dessus grâce à un outil qui s'appelle Imago, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Pourquoi vous n'aimez pas les gens en retard? Ah oui, c'est une anecdote du livre que je raconte volontiers. Je vous dis pas ça pour l'anecdote, parce que j'imagine que sérieusement, vous n'aimez pas les gens en retard. Oh, disons avec ma femme, et c'est aussi quelque chose que je raconte dans le livre, j'ai dû mettre un peu d'eau dans mon vin avec les gens en retard. Mais bon, déjà de mes origines, je suis suisse, comme vous pouvez l'entendre, donc on a un problème, ou en tout cas quelque chose d'assez sérieux avec la ponctualité. Et puis, non, effectivement, je préfère quand les gens sont à l'heure. Donc vous-même, vous êtes à l'heure. J'essaye. Alors, vous racontez là, pour expliquer l'anecdote, c'est relatif à votre père. Voilà, parce que vos parents ont divorcé à un moment donné. Quand votre père venait vous récupérer, il avait 2 heures de retard. Voilà, absolument. Et comme j'étais petit et que j'avais un peu honte, je me cachais pour que les gens ne voient pas que je sois le seul élève qui restait à l'école quand l'école était nettoyée de fond en comble à la fin de la semaine. Et quand mon père arrivait avec 2 heures de retard, voilà, c'est un feeling que j'ai gardé en moi, que j'ai redécouvert en fait, parce que mon épouse a aussi la fâcheuse habitude d'être souvent en retard, et puis ça me faisait vraiment réagir des fois de manière... c'est pas que j'ai entré dans des accès de colère, mais je sentais que ça m'affectait plus que de raison. Et c'est justement... c'est une des explications, alors là on saute déjà quelques étapes, mais c'est une des explications que je donne dans le livre, qui est que pour ne pas avoir trop de pensées excessives, une chose qui est bien, c'est de diminuer le nombre de conflits. Et là, je parle de la méthode Imago qui permet justement de diminuer les conflits dans les couples. Et c'est une méthode que j'ai testée avec ma femme. Et quand on a testé cette méthode, on a travaillé justement sur les retards. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça réveillait ce souvenir en moi. Et vous êtes toujours mariés, vous travaillez ensemble? Mais bien sûr. Donc la méthode a été validée. Aujourd'hui, vous êtes romancier et conférencier à plein temps. À noter que vous aimez mélanger les genres. Donc ça, vous le précisez, et c'est ce qu'on verra dans votre nouveau livre, qui s'appelle « Devenez génial » aux éditions Jouvence. C'est aussi une formation en ligne. C'est une formation en ligne, c'est aussi des ateliers et des retraites, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est, pour expliquer le contexte, c'est comment se démarquer des intelligences artificielles, puisqu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes dans notre vie. Oui. Et vous expliquez que finalement, nous, les êtres humains, on a une solution pour justement pouvoir survivre aux intelligences artificielles. Exactement. En réalité, Devenez génial est né des suites de mon roman Le chaman du Pacifique. C'est un roman où je faisais le lien entre la conscience humaine, donc j'avais comme personnage un personnage qui a une conscience très élargie, c'était un chaman, et puis en face de lui l'intelligence artificielle qui essaye de développer une conscience. Et puis lorsque je faisais des conférences suite à ce roman, j'ai vu que je rencontrais beaucoup de peur vis-à-vis des intelligences artificielles. Et je passais mon temps à expliquer aux gens, mais en réalité, il n'y a pas à avoir peur, on a en nous des choses que les intelligences artificielles n'auront jamais.
après plus d'une année de recherche sur les intelligences artificielles pour écrire ce roman-là, j'ai compris leur fonctionnement, j'ai compris ce qu'elles allaient répliquer chez l'humain, et j'ai aussi compris ce que l'humain avait, que les intelligences artificielles, à mon avis, mais je suis pas le seul, j'ai parlé avec beaucoup de spécialistes, n'auront jamais. Et ce livre, Devenez génial, c'est un peu pour, atténuer cette peur des intelligences artificielles, mais aussi dire aux gens que il y a d'autres formes d'intelligence à développer si on veut pas devenir obsolète face aux machines. Oui. Mais enfin, entre 5 et 10 ans, c'est ce qu'il faudra peut-être pour que les intelligences artificielles prennent notre boulot. C'est ce qu'on imagine. C'est ce qu'on imagine, mais en réalité, je viens de voir un rapport d'Accenture aux États-Unis où il y a pratiquement déjà 30% des tâches. Il parle pas des emplois, mais il parle des tâches qui sont actuellement faites par des intelligences artificielles dans des métiers comme la comptabilité ou les assistants, les secrétaires, dans les reportages sportifs également. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, une intelligence artificielle, ça vous écrit l'article rien qu'avec les images. Alors, par exemple, je crois que je le note dans Devenez génial, il y a une expérience qui a été faite à Wimbledon, au tournoi de Wimbledon l'année passée, où l'intelligence artificielle écrivait l'article grâce au score et aux caméras qui étaient braquées sur le public. Donc, elle regardait les réactions du public, le score, et elle arrivait à faire des articles qui étaient tout à fait de bonne facture. Quelles sont les prédictions de Mohamed Gaudat, qui est l'ancien directeur commercial de Google X ? Oui, alors Mo Gaudat qui a... Vous l'appelez Mo. Hein, mais... Oui, il s'appelle Mohamed. Mais il se fait appeler Mo. Hein. Il signe ses livres en disant qu'il s'appelle Mo. Donc je me permets de l'appeler Mo, même si je ne le connais pas personnellement. J'ai échangé quelques textes avec lui. En fait, c'est de lui qu'est né mon intérêt pour ce sujet. Alors, mon intérêt pour la conscience, vous l'avez dit, ça fait plus de 30 ans que j'étudie la conscience humaine. Mais mon intérêt pour les intelligences artificielles est né d'un podcast où j'ai entendu Mo Gaudat donner cette fameuse prédiction qui dit que d'ici 20 ans, selon lui, les intelligences artificielles seront 1 milliard de fois plus intelligentes que les êtres humains. Et là, j'étais en train de conduire, j'ai presque dû m'arrêter. Et puis... Vous étiez en train de compter les zéros. Voilà, j'étais là. 1 milliard, non mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et très vite, par le biais de ma femme, qui a un podcast assez connu, j'ai pu rentrer en contact avec lui et je lui ai posé la question, mais... on parle de quoi là ? Parce que 20 milliards de fois plus intelligent qu'un homme, je veux bien, mais l'homme a plusieurs types d'intelligence. L'homme a une conscience. Quand je dis l'homme, je parle d'humain, homme et femme évidemment. Et là, on a eu des échanges qui étaient très très intéressants parce qu'il m'a demandé de définir la conscience et puis je lui ai défini la conscience. Puis il m'a dit mais qu'est-ce qui te dit que les machines n'auront pas la capacité comme les êtres humains à se connecter à la conscience, enfin bref. Ça m'a donné, en tout cas, toute l'intrigue pour le chaman du Pacifique qui a fait puis après on connaît la suite, je vous l'ai dit, suite au chaman du Pacifique, j'ai décidé d'écrire Devenez génial. Donc il est à la base. Vous aviez du matériau, donc... oui, pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la conscience, la question de est-ce que les machines auront peut-être un jour une conscience est fascinante. Ouais. Alors, quelle définition donnez-vous de la conscience ? Vous avez 2 heures. Non, on va les prendre si vous voulez. Alors là, franchement, écoutez, si c'est intéressant, on les prendra. D'accord. Mais vous avez intérêt à être intéressant. Je vais essayer. Mais parce que vous avez votre propre définition de la conscience. Alors disons que la conclusion. En réalité, on peut prendre le problème comme ça. Il y a 2 écoles qui s'opposent pour la conscience. Il y a l'école dite matérialiste, qui est probablement ce que vous avez entendu dans vos cours à l'école, dans les livres de sciences. C'est que la conscience est une propriété du cerveau. Donc la complexité du cerveau, de la complexité du cerveau émerge une conscience. Donc c'est un substrat de la matière. Et puis, l'autre théorie, qu'on appelle la théorie des scientifiques post-matérialistes, qui prend en compte, au fait, toutes les expériences de conscience non ordinaires, comme les sorties hors du corps, les fameuses expériences de mort imminente, dont on a plus de 60 millions de témoignages. De cette base-là, on se dit, mais c'est pas possible, parce que quand la matière n'existe plus, par exemple, lors d'une expérience de mort imminente, la matière est à l'arrêt, le corps est cliniquement mort, et la conscience continue à vivre, à exister. Sans qu'on sache trop où elle se trouve, d'ailleurs.
Alors sans qu'on sache trop où elle se trouve. Et du coup, il y a vraiment... qu'elle prend du champ, mais elle est alors, on sait qu'elle est exogène au corps. Mais à quel point ça reste à découvrir. Mais donc exogène, elle peut sortir hors du corps, elle peut vivre, la conscience peut continuer à vivre sans le corps physique, sans la matière. On sait qu'elle n'est pas matérielle, parce que si elle était matérielle, il n'y aurait aucune raison que la science traditionnelle n'arrive pas à en mesurer l'activité. Donc, on soupçonne fort qu'elle soit de niveau quantique, mais ça c'est de nouveau, c'est une spéculation, c'est une hypothèse qui me paraît assez valide. Mais parfois les spéculations sont utiles à la science. Voilà, exactement. Toujours est-il qu'il y a ces deux écoles qui s'affrontent, et puis moi, après 30 années vraiment à plancher sur ces sujets, j'ai l'impression que les deux ont raison. C'est-à-dire qu'on est l'un et l'autre. Notre cerveau a tout à fait la capacité d'enregistrer, de générer une conscience. Et c'est probablement la conscience qu'on connaît le mieux. C'est cette voix qu'on a dans notre tête qui génère à peu près 30 000 pensées par jour. Donc on est très familier avec cette conscience-là. Alors dans votre livre, vous dites entre 6 000 et 60 000. Ouais, donc je prends c'est pour ça que vous prenez un chiffre médian. Disons, je prends un chiffre médian. On n'a jamais vraiment réussi à savoir combien l'humain générait de pensées par jour. Et effectivement, vous avez bien fait de me corriger. Il y a les études les plus basses donnent le chiffre de 6 000, et puis d'autres vont jusqu'à 60 000. Ce que je lis le plus souvent, mais sans que j'aie trouvé une recherche scientifique qui le démontre sans qu'il y ait de doute, mais ce qu'on lit le plus souvent, c'est le chiffre d'environ 30 000. Après, je pense que ça dépend énormément de la personne et du moment de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments... Ce qu'on sait, c'est que plus on est stressé, plus on est anxieux, plus on génère de pensées. Donc il est aussi possible que la moyenne de 30 000 dépende de notre état d'esprit. Il y a des jours où on n'est pas à 30 000, et il y a d'autres, ou des périodes où on n'est pas à 30 000, on est en dessous, puis il y a d'autres périodes où on est en dessus. Et j'ai reçu ce matin David Perroux qui est avec nous à l'occasion de la sortie de son 6e livre. Voilà, devenez génial, montrez-le à la caméra puisque l'émission est filmée. Avec plaisir. Alors je sais pas le rater, ouais. Comme il est doré, je vois pas la caméra, mais je sais qu'il reflète pas mal normalement. C'est bon. On voit le titre. Devenez génial. Ouais. Pourquoi le choix de la couverture dorée? C'est de vous ou de votre éditeur, ça? Non, c'est de moi. Le choix de la couverture dorée, en fait, ça vient de nouveau du chaman du Pacifique, qui a une couverture très colorée avec un titre en doré. Et c'est une couverture qui a marqué. Et j'avais une sorte de pression, qu'on avait une sorte avec l'éditeur, de sortir une couverture derrière celle-là qui avait vraiment bien fonctionné. En plus, avec un non-roman, donc on est quand même dans des couvertures beaucoup plus sobres. Et on a planché. Moi, j'ai dû faire 67 couvertures à peu près, avec mon petit logiciel chez moi, avant que ça passe chez le graphique, pour être fait de manière professionnelle. Et ce qui nous a sauvés au bout d'un moment, c'est de trouver cette idée. On a demandé aussi à l'imprimeur quelles étaient les techniques qu'on pouvait utiliser, qui n'étaient pas banales, vu qu'on voulait faire quelque chose qui matchait, devenait génial, donc qui sortait du commun. Et finalement, on est parti sur l'idée d'imprimer le livre sur une feuille d'or. Ouais, ça on jette. Alors ça passe pas à la radio, mais vous verrez sur la vidéo. Alors, on va parler bien sûr de votre livre, mais est-ce que vous arrivez à le définir? À quel genre appartient-il? Alors moi j'ai de la peine avec les genres, hein, je le dis, je m'en excuse d'ailleurs au début du livre, parce que peut-être parce que j'ai fait plus de 30 ans d'études sur les sciences de la conscience qui finalement balayent un large champ. J'ai de la peine à me restreindre dans un genre. Déjà je suis romancier, donc les gens qui l'ont lu m'ont dit « Ah mais on sent bien le romancier dans la façon d'écrire ». Après je pense que c'est quand même un guide, parce que le but de Devenez génial, c'est de montrer aux gens qu'on a d'autres capacités que les capacités de notre mental, qui lui est attaqué par les intelligences artificielles, et que ces capacités-là, il faut qu'on les redéveloppe. Et du coup, j'explique comment, en fait, quel est le concept théorique, pourquoi on a ces autres capacités, et puis après, comment faire pour les redévelopper. Donc, il y a des parties théoriques et pratiques. Donc, je pense que si... Il y a des exercices. Mais quand je vous demande à quel genre il appartient,
Est-ce que c'est un livre scientifique? Est-ce que c'est un livre de développement personnel? Il y a un peu des deux, non? Il y a une partie... Mais c'est pas possible. Il y a une partie... C'est possible? La science aime le... Mais la science... aime bien être mélangée, chahutée comme ça? Ben ça dépend quelle science, hein, ça dépend quelle science. Mais je pense que, et je le dis vraiment au début du livre, que il y a vraiment... Moi, j'ai toute une recherche. Je suis venu à ce qu'on pourrait appeler la spiritualité par la réflexion scientifique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, on parlait avant de conscience, je me suis rendu compte qu'on n'était pas seulement notre conscience matérielle, mais qu'on avait accès, qu'on était émetteur-récepteur d'une conscience plus large, une conscience qui se trouve à l'extérieur de notre corps. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, parce qu'il y a des gens qui l'expérimentent. C'est pas quelque chose qu'on m'a dit, parce que dans les religions ou dans certaines formations, on nous dit ça, puis la personne pense que c'est comme ça. Moi, au contraire, je viens de la science matérialiste pure et dure, et en poussant à fond mes recherches, je me suis rendu compte, au fait, que si on va assez loin dans la science, on retrouve ce qu'expérimentent justement les chamans ou les gens qui enseignent la spiritualité. Donc ce que je dis au début du livre, c'est que par la science, je suis arrivé à trouver un pont qui amène à la spiritualité et c'est pas autre chose. Donc ça reste quand même un livre qui est basé sur des connaissances scientifiques assez étoffées. Vous invitez les gens et vous les guidez vers ce que vous appelez leurs ICI. Oui. Comment vous dites-vous? Ici, ouais. Leur ici. Leur ici, ouais. Ici. Pour intuition, créativité, innovation. Ça, c'est ce qui va nous aider. Alors, l'intuition, vous prenez un exemple qui revient tout le temps dans votre livre, c'est l'histoire d'un de vos amis à Toulouse. Voilà. Qui veut garer sa voiture. Ah, je peux vous la raconter, ouais, c'est une jolie anecdote. Donc oui, c'est un ami en fait, quand j'ai écrit Devenez génial, j'ai demandé chaque fois que j'avais un ami au téléphone, je lui disais raconte-moi quelque chose, une anecdote que tu as avec les intuitions. Et j'ai trouvé que une des plus jolies, c'était cette histoire d'un ami qui me dit mais il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'allais à Toulouse pour un rendez-vous. Et j'étais en retard, donc je cherche à me garer, je trouve rien aux alentours, je tourne en rond, enfin j'avais pas le temps d'aller dans un parking souterrain quand soudain une place se libère juste dans le quartier où j'ai rendez-vous. Et au moment où je fais mon créneau pour me garer sur cette place-là, j'entends une voix dans ma tête ou une sorte d'intuition qui me dit non, pas celle-là. Alors je suis en retard à mon rendez-vous, j'aime être ponctuel, je me gare quand même. Et là, il me dit, tu sais pas ce qui s'est passé. Puis je dis, ouais, j'imagine bien que si tu as eu cette intuition-là, il s'est passé quelque chose avec ta voiture. Puis il me fait, oui, j'ai été cambriolé. Donc pendant mon rendez-vous, on a défoncé la vitre avant droite et on m'a pris tout ce que j'avais dans la voiture. Et c'est quelqu'un qui avait l'habitude de suivre ses intuitions auparavant ou pas Pas plus que ça, non. Et puis en plus, là, je pense qu'il était dans le stress de vouloir arriver à l'heure à son rendez-vous. Donc... celle-là, en tout cas, il ne l'a pas écoutée. Vous qu'est-ce que vous en faites de vos intuitions? Déjà, depuis un moment, j'essaie de les entendre, parce que c'est la première étape. C'est pas toujours facile d'entendre ses intuitions. J'ai l'impression que les intuitions sont toujours là, mais que nous, avec le bruit de notre mental, de nos pensées, etc., on les entend pas toujours. Donc, j'essaie vraiment de me mettre en condition pour entendre mes intuitions. Et puis, et je le raconte dans le livre, par exemple, une des intuitions que j'ai suivies a changé ma vie, vu que j'étais chef d'entreprise. C'était sur une barque. C'était sur une barque lorsque je participais à une retraite spirituelle d'Eckhart Tolle, l'auteur du best-seller Le pouvoir du moment présent, dans l'État de New York. Ouais. Là, vous racontez l'histoire, mais elle est un peu rapide, là, parce qu'en fait, finalement... Ça c'est la fin, mais au début, vous vous retrouvez, vous lisez le livre, vous tapez son nom, vous voyez qu'il y a une conférence. Oui, effectivement, il y a toute une... cette intuition n'est pas venue toute seule. Déjà, je pense que ça commence justement de cette recherche scientifique que j'ai fait pendant des années et des années pour essayer de comprendre la conscience. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était cette conscience, j'avais l'impression d'être
le marchand de vélo qui connaît tout sur les vélos mais qui n'est jamais monté sur un vélo. Donc je me suis dit, il faut que je commence à m'exercer. C'est là que j'ai lu des livres comme Le pouvoir du moment présent. Quand j'ai lu Le pouvoir du moment présent, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait avec tous les autres livres que j'avais lus auparavant. Il y en avait beaucoup. J'ai voulu en savoir plus et j'ai voulu voir si l'auteur donnait des retraites. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il en donnait une, mais très loin de chez moi, vu que c'était aux États-Unis et que j'habite en Suisse. Et je me suis, un peu sur un coup de tête, il y avait un numéro de téléphone, j'ai quand même appelé ce numéro de téléphone. Je suis tombé sur une personne très agréable qui m'a annoncé que la retraite était complète. Et puis en discutant un peu avec elle, elle m'a dit « Ah, mais je vous prends quand même, mais il faut que vous trouviez un logement à l'extérieur du centre. » C'était une retraite qui durait une semaine. J'ai plus de chambre de libre. J'ai dit, bon, ça, je m'en charge, je me suis inscrit. Et puis, en arrivant là-bas, tout d'abord, je suis arrivé en tant que chef d'entreprise. Donc, à chaque pause, j'ouvrais mon ordinateur et je lisais mes emails pour gérer mes problèmes. Avec la réalité. Avec la réalité, j'avais beaucoup de choses à faire. Ouais. Et puis, c'est vrai que le pouvoir de cette retraite, et comme elle a été menée, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu envie de me recentrer sur moi. Donc j'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis des années. J'ai dit à mes collègues, là, pendant 5 jours, je suis plus joignable, et j'ai arrêté de me connecter au monde extérieur, et je suis resté vraiment un peu dans ma bulle à m'écouter finalement. Et puis c'est en faisant ça, du coup, au lieu, pour avoir l'histoire complète, au lieu d'ouvrir mon ordinateur et de répondre à mes emails, quand on avait des pauses, j'empruntais une petite barque pour aller sur un lac. Le centre de congrès était juste devant un lac, et j'allais faire la sieste sur une barque. C'était magnifique. Il y avait des couleurs d'automne somptueuses, il faisait beau, et c'est en m'assoupissant pour faire ma sieste que j'ai à un moment donné entendu j'ai eu cette intuition très forte, comme quoi je devais reprendre mon projet d'écriture, parce que j'avais déjà essayé il y a 5 ans d'écrire un livre sérieux qui n'avait pas marché, mais que je devais le faire sous forme ludique, sous forme de roman. Et là, c'est vraiment, j'ai eu tous les signes de l'intuition, c'est-à-dire que j'ai compris que cette information venait d'ailleurs. J'ai eu des symptômes comme des frissons, la chair de poule, le cœur qui battait plus vite. J'arrivais plus du tout à continuer à faire la sieste. Et je me suis dit, celle-là, je vais l'écouter. Et je suis rentré au centre de congrès, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai essayé d'écrire le premier chapitre de mon premier roman. Et là, tout a changé par rapport à ce que j'avais fait il y a 5 ans. J'étais dans une sorte de flow créatif où je voyais les images de mon histoire dérouler devant les yeux, et l'écriture du roman a été d'une fluidité et d'une facilité déconcertante. Vous avez eu ce que vous appelez a gut feeling. Ce que je dis des ici. Hein, alors c'est quoi un gut feeling? Parce que le gut feeling, oui. Alors, vous l'avez senti dans vos tripes. C'est ça. Ouais. Littéralement en anglais, hein, c'est un sentiment dans les tripes, comme vous venez de le dire. Ce que j'explique, parce que le livre est structuré en plusieurs chapitres, parce qu'un des chapitres, c'est être capable d'accéder à ces ici, puis l'autre, un autre chapitre, c'est en fait comment faire pour différencier une ici, donc une intuition, d'une pensée. Et puis là, j'explique qu'en fait, comme l'ici nous vient de notre conscience externe, donc elle nous vient d'ailleurs, elle est reçue par le corps à plusieurs endroits, et notamment tous les endroits qui sont extrêmement innervés, comme le cerveau évidemment, mais aussi tout le bas-ventre, tous les intestins, donc d'où le gut feeling, et le cœur. Et quand on reçoit une ici, en fait, il y a ces 3 régions qui s'activent. Et c'est comme ça que vous êtes sorti de l'autoroute. Et c'est comme ça que je suis sorti de l'autoroute. C'est comme ça que, comme je le dis volontiers en conférence, j'étais obnubilé par la chanson de Starmania. J'aurais voulu être un artiste, parce que je crois que j'étais chef d'entreprise, mais c'est pas ce que je voulais faire en réalité. Et là, tout d'un coup, j'ai compris mon pouvoir créatif, ouais, et je l'ai exercé. Voilà, David Perroux est notre invité aujourd'hui, et on parle de conscience. Quelle différence faites-vous entre la conscience et l'esprit ? Pour moi, c'est des termes qui peuvent éventuellement être interchangeables. Moi, la seule chose que j'utilise, c'est que j'utilise, par exemple, on a parlé avant, en début d'émission, des 2 types de conscience que l'on a. La conscience autogénérée par le cerveau, que j'appelle la conscience mentale, puis l'autre conscience beaucoup plus
subtile, qui va au-delà du corps et qui survit au corps, elle, je l'appelle la conscience esprit. Ce sont les deux consciences que vous distinguez. Voilà. Et pour convoquer donc nos ici, on rappelle ce que c'est pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Les ici, c'est nos intuitions, notre vraie créativité et notre sens de l'innovation. Et donc, c'est quelle conscience qu'on convoque dans ces cas-là? Alors pour moi, pour être vraiment dans ces choses-là, parce que évidemment, on peut créer de manière intellectuelle, mais c'est pas la vraie créativité. Pour la vraie créativité, pour moi, on doit aller convoquer justement, aller chercher des informations qui se trouvent dans notre conscience esprit, donc dans la conscience plus subtile et plus vaste que la conscience qu'on autogénère avec notre cerveau. Dans votre livre, vous proposez un modèle, d'ailleurs, avec plusieurs phases. Oui. Ça commence un petit peu par de la gym. Voilà. La première phase que je l'appelle le yoga mental. La première phase, en fait, elle consiste à diminuer tous les facteurs de pensée excessive. Donc, c'est élargir son cadre de pensée, c'est diminuer ses croyances, qu'elles soient collectives ou personnelles, mais limitantes, diminuer les conflits pour que, en fait, on ne mette pas de l'essence sur le feu. Et on parlait avant que la science nous dit qu'il y a entre 6 000 et 60 000 pensées par jour. Par jour. Incroyable. Donc, l'idée du yoga mental, c'est de se calmer pour qu'on soit plutôt dans le bas de la fourchette que dans le haut. Pour assouplir justement ces pensées. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, les idées, ça rumine la nuit en plus. Alors j'ai aussi des conseils dans le livre pour les gens qui n'arrivent pas à dormir ou qui ruminent, exactement. Parce que le problème de la pensée, c'est qu'elle peut devenir excessive et ça peut devenir une pathologie qui nous empêche de dormir, effectivement. Donc là, il y a aussi des trucs des techniques dans le livre pour les personnes qui souffrent de pensées excessives. Nocturne notamment. Le C de ici, c'est créativité, mais et pour les personnes qui ne sont pas créatives? Alors moi, je ne pense pas qu'il y ait des personnes non créatives. Je pense qu'on a tous une part de créativité. Après, comme je dis dans le livre, moi j'ai accès à mes ici pour écrire des romans, mais ça c'est personnel. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre aura accès à ses ici pour d'autres choses, mais ça peut être pour tout. En fait, ça peut être trouver une solution créative à un challenge, à une passion inassouvie, à un problème professionnel ou personnel. Ça n'a pas besoin d'être pour créer une œuvre d'art. Vous dites que dans le monde qui arrive aujourd'hui, il faut d'une certaine façon être original. Quand je dis original, ça veut dire ne pas être comme les autres, et pas penser comme les autres. Mais en fait, le constat que je fais, c'est que on a tous une intelligence très mentale. On pourrait dire qu'on est tous assez cerveau gauche, si on veut prendre cette analogie du cerveau gauche, cerveau droite, même si on sait que la science, c'est pas exactement... C'est discuté aujourd'hui. Ouais, c'est discuté aujourd'hui, mais... Il y a des passerelles. Il y a des passerelles, bien sûr, mais l'image, on peut la garder parce qu'elle est parlante. Toujours est-il que, de par notre éducation, notre formation, les croyances de la société dans laquelle on vit, on est tous très intellectuels, très mental. Or, ce côté intellectuel et mental, c'est ce que les machines, les intelligences artificielles sont en train de développer. Ça, elles reproduisent bien, en fait. Elles reproduisent bien. Pour l'instant, elles reproduisent assez bien. Elles vont reproduire de mieux en mieux. Donc, ma crainte, c'est que si nous, on se cantonne à ce type d'intelligence seulement, et pas l'intelligence créative, l'intelligence de nos ici, qui va nous sortir du lot, sortir de l'ordinaire, on va se retrouver obsolète face aux machines. Et en fait, les machines vont de toute façon niveler le niveau professionnel, parce que tout ce que les machines arrivent à faire dans une société ou une entreprise, elles le feront dans une autre. Donc, il va y avoir un besoin de plus en plus accru pour des personnes qui sortent du cadre pour pouvoir donner un peu de relief à tout ça. Même si aujourd'hui, c'est compliqué de sortir du cadre. C'est ça, on est en train de travailler pour l'avenir. Aujourd'hui, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que nous, notre génération, et quand je dis notre génération, je parle vraiment de toutes les personnes qui sont encore au travail actuellement et tous ceux qui sont encore en formation actuellement, on va se retrouver un peu
si vous me passez l'expression, le cul en deux chaises, parce que non, ça va. On va arriver dans un marché du travail qui va être gentiment accaparé par les machines, ça on s'y attendait pas du tout, avec une intelligence intellectuelle qu'on a beaucoup travaillé lors de notre formation, éducation et ensuite en entreprise, qui elle est susceptible d'être remplacée par les machines. Donc on va devoir se reconvertir soi-même. Donc c'est là où c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. Je pense qu'effectivement, il faut anticiper, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Il y a 2 ans, on ne parlait pas de ChatGPT et maintenant, il écrit la plupart des emails qu'on reçoit parce que une quantité de gens donnent juste l'instruction à ChatGPT qui écrit l'email, qui l'écrit en plusieurs langues s'il faut. Enfin, on voit à quelle vitesse ça peut aller. La génération d'images aussi, c'est de la folie. La génération de vidéos, ça va très très vite. Préparez-vous. Donc voilà, il faut être créatif. Et c'est ça qu'on est en train de vous expliquer. Enfin, pas que créatif, mais ça va aider. Il faut être créatif, intuitif. Il faut être en fait connecté à sa conscience élargie. Parce que cette conscience élargie, déjà les scientifiques qui programment les intelligences artificielles ne l'ont pas comprise. Et si, pour ceux qui l'ont comprise ou qui la soupçonnent, ils peuvent pas la répliquer. C'est trop subtil, on ne sait pas encore exactement. On peut la ressentir. Les personnes qui ont eu des expériences de conscience non ordinaires en parlent avec brio, mais ils parlent d'un ressenti, ils ne parlent pas d'un mécanisme qu'on peut reproduire. Mais c'est un état de conscience qui est modifié ? Alors, le terme le plus usité, c'est état de conscience modifié. Moi, je l'aime pas ce terme. Je l'utilise parce qu'il est utilisé par presque tout le monde. Moi, je préfère dire état de conscience augmenté. C'est ça que vous nous expliquez dans votre livre, c'est savoir comment se mettre dans cet état et de plus en plus à être habitué à être dans cet état-là, en fait. Absolument, parce qu'en réalité, ça s'apprend. En fait, on apprend à découvrir quelque chose qu'on a déjà. Mais oui, ça s'apprend. Mais c'est déjà en nous, c'est-à-dire que ces informations, ces ici, on les reçoit. On est naturellement émetteur-récepteur de cette conscience plus large. Et ces informations, on les a en permanence. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les écouter. Et une fois qu'on les écoute, souvent, parce que c'est une première étape, c'est pour ça que mon livre est en 3 parties. La première étape, c'est d'arriver à les faire rentrer, rentrer, elles sont déjà là, mais à les entendre. Et puis, une fois qu'on les a entendues, il faut encore agir en fonction d'eux, parce que c'est pas évident. C'est pas la propriété d'une ici, c'est qu'elle va pas forcément conforter notre mental. Donc, c'est possible que ce soit une information auquel on s'attend pas du tout. Et il faut une bonne dose de lâcher prise. Alors, c'est quoi ? C'est de l'information négative ? C'est rarement négatif. C'est souvent des informations qui nous sont très utiles. Mais elles sont pas en ligne avec notre façon de penser. Par exemple, je prends l'exemple tout bête de ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai l'intuition que je dois écrire des romans. Je suis chef d'entreprise, j'ai pas le temps. Je gère une entreprise internationale avec plusieurs... à l'époque, je crois on a plus de 250 personnes qui travaillent pour nous. Je m'étais déjà essayé à écrire un livre, ça a été un fiasco. J'avais perdu beaucoup de temps, du temps que j'avais pris sur mes heures privées, donc sur ma famille, etc. Donc, quand mon mental a résonné avec, et là je dis résonner avec AI, cette information que j'avais reçue comme quoi je devais écrire des romans, son premier réflexe, ça a été de dire non, t'es gentil, mais le coup du livre, mon cocotte, tu nous l'as déjà fait. Je crois que heureusement que j'étais dans cette retraite spirituelle, que je m'étais promis que pendant 5 jours, je ne me connectais pas à mon travail et que j'ai pu écrire les premiers chapitres de mon livre dans cet environnement-là pour ensuite me rendre compte qu'en fait, j'avais réellement un flow créatif qui m'aidait et qui rendait cette aventure, je ne sais pas, ça devenait passionnant. Mais est-ce que vous avez retrouvé ce flow créatif pour les 2e et 3e livres ? Alors maintenant, chaque fois que j'écris, je retrouve ce flow créatif. Mais pour les 2e et 3e livres, est-ce que vous avez retrouvé ce flow créatif ? Vous avez réussi à vous remettre en état de flow ? Oui, sans souci. En fait, chaque fois que j'écris, je me mets... quand j'écris un roman, dès le moment où je me mets au travail, où je me mets à l'écriture,
j'ai ces fameuses images qui me viennent devant les yeux et qui me permettent... En réalité, je ne sais même pas quelle est la suite du roman. Je l'écris au jour le jour. À tel point où des fois, j'ai hâte de reprendre mon projet d'écriture pour savoir ce qui va arriver dans mon propre roman. Vous faites confiance, en fait. Mais ça, je crois que c'est aussi une des choses que j'enseigne dans Devenez génial. Une fois qu'on s'est connecté à ses intuitions, à ses ici, après, il faut lâcher prise, il faut faire confiance. Ouais. Bon, lâcher prise, on en parle, tout le monde en parle, mais ça s'apprend aussi. Hein. Oui, puis ça veut dire beaucoup de choses, lâcher prise. J'ai même eu de la peine à trouver une définition assez précise de ce que ça veut dire lâcher prise. Mais en gros, moi, ce que j'entends par lâcher prise, c'est ne pas forcément prendre toutes ses décisions par le biais de son mental, par le biais de cette voix qui parle constamment dans notre tête. Parce qu'elle a la tendance à juger ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Ça, c'est les pensées, ça, en permanence, elle juge. Voilà, elle juge. Et franchement, je me suis rendu compte à plusieurs reprises qu'elle juge en réalité sur une base de connaissances qui n'est pas aussi vaste que la base de connaissances de laquelle proviennent les ici. Donc souvent, elle va overrouler, donc elle va contrer une ici, alors qu'elle n'a pas l'information, elle ne voit pas le futur, par exemple. Donc vraiment avec une information très limitée. Mais nous non plus, on ne voit pas le futur. Non, mais nos ici, oui. Ah bon? Oui. Non, je vous taquine, c'est dans le livre. Bon, c'est dans le livre. Vous lirez dans le livre. Non, je veux bien, on peut parler du futur, c'est un gros sujet. Il suffit de prendre de la distance, parfois. Voilà. Mais c'est toujours intéressant. Mais comment on fait pour penser moins, par exemple? Il y a des gens qui sont fatigués de penser, ils sont fatigués d'eux-mêmes, ils n'en peuvent plus de toujours être en train de penser dans leur tête. Alors je donne plusieurs trucs dans mon livre qu'on pratique beaucoup en atelier. Les gens pensent tout de suite à la méditation pour penser moins. La méditation, pour moi, c'est la piste noire du penser moins. Donc si on n'en a jamais fait auparavant, il y a d'autres techniques. Donc j'y vais progressivement dans le livre. Mais une technique qui fonctionne assez bien, c'est de travailler sur la respiration. Parce que la respiration est en lien avec le nerf vague qui, lui, est notre système nerveux autonome. C'est notre autoroute. Ben, si vous voulez, on a deux modes principaux, deux modes physiologiques principaux. Un, c'est le mode parasympathique, qui est justement le mode dans lequel on est tranquille et dans lequel on pense moins. Puis l'autre, c'est le mode sympathique, qui est un mode où tout est activé chez nous. Donc, le cœur bat plus vite, la respiration va plus vite, mais les pensées aussi sont démultipliées. Donc simplement par certaines techniques de respiration, il y a d'autres choses que la respiration, mais principalement la respiration, on peut indiquer au nerf vague qu'on est tranquille et qu'on veut se mettre en mode parasympathique, et là déjà on diminue les pensées. Bien. J'avais dit qu'on avait combien d'heures? 3, 4. Vous voyez comment vous êtes, vous les Suisses? Ouais. On vous donne ça, vous prenez ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, devenez génial, montrez-le à la caméra. C'est votre 6e livre, c'est votre premier non-roman d'ailleurs. Hein, oui, tout à fait. Aux éditions Jouvence. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Alors je ne sais pas si on a un podcast aussi puissant que celui de votre femme. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'être venu depuis la Suisse nous voir aujourd'hui, David. Avec grand plaisir. Vous êtes vraiment un ovni comme je les aime, je vous le dis. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.